La couleur, le merveilleux monde de la couleur. Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Aujourd'hui, nous allons voir par où commencer dans la couleur. Mesdames et messieurs, combien d'entre vous dessinent confortablement en noir et blanc, mais évitent soigneusement la couleur? Combien ont tenté un dessin en couleur qui s'est transformé en bouillie brunâtre décourageante? Combien possèdent une boîte de crayons de couleur ou de peinture qui prend la poussière parce que vous ne savez pas par où commencer? Cette peur de la couleur est quasi universelle chez les débutants. Le noir et blanc semble logique, maîtrisable, prévisible. Vous avez un crayon graphite, vous créez des ombres en appuyant plus fort et le résultat est cohérent. Mais la couleur, c'est un territoire inconnu, mystérieux, apparemment régi par des règles ésotériques que seuls les artistes initiés comprennent. Cette intimidation est partiellement justifiée. La couleur ajoute effectivement une dimension de complexité, mais cette complexité n'est pas insurmontable. Elle suit des principes logiques, identifiables, reproductibles. La couleur n'est pas magie réservée aux talents innés. C'est une compétence qui s'apprend méthodiquement comme n'importe quelle autre. Aujourd'hui, nous allons démystifier la couleur. Nous établirons les principes fondamentaux validés par des siècles de pratiques artistiques et confirmés par la science moderne de la perception. Nous identifierons les erreurs classiques qui transforment vos tentatives colorées en désastres boueux. Nous construirons une progression structurée du plus simple au plus complexe. Ce podcast s'appuie sur la théorie des couleurs développée depuis Newton, qui a décomposé la lumière blanche en spectres colorés au XVIIe siècle sur les observations des impressionnistes qui ont révolutionné l'usage de la couleur au XIXe siècle sur les découvertes en perception visuelle du XXe siècle. Chaque principe sera expliqué clairement, chaque conseil sera actionnable. La couleur n'est pas votre ennemi. Elle est un outil extraordinairement expressif qui attend que vous le compreniez pour révéler ses possibilités. Préparez-vous à transformer la terreur en fascination, la confusion en clarté. Première partie, nous allons voir Newton et la composition de la couleur. En 1666, Isaac Newton découvre que la lumière blanche traversant un prisme se décompose en spectres colorés, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Cette découverte révolutionnaire établit que la couleur n'est pas une propriété des objets, mais une propriété de la lumière. Les objets n'ont pas de couleur intrinsèque. Ils absorbent certaines longueurs d'onde lumineuses et en réfléchissent d'autres. Une pomme rouge absorbe toutes les longueurs d'onde sauf le rouge qu'elle réfléchit vers nos yeux. Cette compréhension physique sous-tend toute la théorie des couleurs. Parlons du cercle chromatique, l'organisation logique. Pour organiser ces couleurs spectrales, les artistes ont développé le cercle chromatique, une roue où les couleurs sont disposées selon leur relation logique. Ce cercle est l'outil fondamental, la carte qui guide toute utilisation de la couleur. En version simplifiée en 12 couleurs, il y a 3 couleurs primaires, le rouge, le jaune, le bleu, 3 couleurs secondaires, le orange, fait de rouge et de jaune, le vert, fait de jaune et de bleu, et le violet, fait de bleu et de rouge. Et ensuite, il y a 6 couleurs tertiaires, le rouge orange, le jaune orange, le jaune vert, le bleu vert, le bleu violet et le rouge violet. Ces 12 couleurs forment un cercle continu où chaque couleur est le résultat du mélange de ses voisines. Primaire, secondaire, tertiaire. C'est la règle des couleurs. La couleur primaire. Théoriquement, elles ne peuvent être créées par mélange d'autres couleurs. Toutes les autres couleurs résultent de leur combinaison. Ce sont le rouge, le jaune et le bleu. En lumière, les primaires sont différentes, rouge, vert, bleu. Les couleurs secondaires, elles résultent du mélange à part égale de 2 couleurs primaires. Le rouge plus le jaune égale orange.
Le jaune plus le bleu égale vert. Le bleu plus le rouge égale violet. Les couleurs tertiaires résultent du mélange d'une primaire avec une secondaire adjacente. Rouge plus orange égale rouge-orange. Jaune plus orange égale jaune-orange, etc. Pourquoi ce système importe? Comprendre ces relations vous permet de prédire les résultats de vos mélanges. Vous n'êtes plus à la merci du hasard. Vous comprenez la logique sous-jacente. Au-delà du cercle, il y a les températures des couleurs. Le cercle chromatique se divise en deux familles psychologiques. Les couleurs chaudes, rouge, orange, jaune, associées psychologiquement à la chaleur, au feu, au soleil. Visuellement, elles semblent avancer vers l'observateur, créant une impression de proximité. Ensuite, il y a les couleurs froides, bleu, vert, violet, associées à la fraîcheur, à l'eau, à l'ombre. Visuellement, elles semblent reculer, créant une impression de distance. Cette division de température n'est pas qu'émotionnelle. Elle a des applications pratiques pour créer de la profondeur. Les couleurs chaudes au premier plan, les couleurs froides à l'arrière-plan, suggèrent l'espace et la distance atmosphérique. La température est relative. Le rouge orangé est chaud, absolument, mais un rouge violacé est froid, relativement aux autres rouges. Cette relativité devient cruciale dans les harmonies colorées avancées. Maintenant, nous allons parler des valeurs, les hiérarchies fondamentales. Voici une vérité que beaucoup de débutants ignorent. La valeur, le degré de clarté ou d'obscurité, compte infiniment plus que la teinte, la couleur elle-même, pour créer un dessin réussi. Une preuve simple, convertissez en noir et blanc une peinture de maître, elle reste lisible, cohérente, belle. Convertissez en noir et blanc un dessin coloré raté. Il révèle immédiatement cette faiblesse. Contraste insuffisant, zone confuse, composition bancale. Si vos valeurs sont correctes, vous pouvez utiliser des couleurs fausses, un ciel orangé, un arbre bleu, et l'image reste cohérente. Si vos valeurs sont incorrectes, même des couleurs réalistes produiront un résultat confus. Chaque couleur possède une valeur intrinsèque sur l'échelle du blanc, valeur la plus claire, au noir, la valeur la plus foncée. On a le jaune, très clair, proche du blanc. Orange, moyennement clair. Rouge, moyen. Vert, moyen à moyen foncé. Bleu, moyen foncé. Violet, foncé. Cette hiérarchie est fondamentale. Un jaune pur est toujours plus clair qu'un violet pur. Vous ne pouvez pas créer un jaune aussi foncé qu'un violet sans ajouter du noir, ce qui change la couleur. Photographiez votre dessin en couleur avec votre téléphone. Convertissez en noir et blanc, filtre noir et blanc au niveau de gris. Cette conversion révèle brutalement si vos valeurs sont correctes. Si l'image en noir et blanc est visible, cohérente, avec des zones clairement différenciées, vos valeurs fonctionnent. Si tout devient une bouillie grise uniforme, vos valeurs sont défaillantes et aucune couleur ne sauvera le dessin. Avant de vous attaquer à la couleur complexe, maîtrisez les valeurs en noir et blanc. Dessinez en graphite jusqu'à créer des dessins avec des ombres volumétriques correctes, des contrastes cohérents, une hiérarchie claire des valeurs. Cette maîtrise des valeurs se transfère directement à la couleur. Vous appliquez simplement de la couleur sur une structure de valeurs solide. Sans cette base, vos tentatives colorées échoueront indépendamment de vos choix de teintes. Si vous dessinez déjà correctement au graphite, avec ombrage volumétrique, vous avez accompli 70% du chemin vers la maîtrise de la couleur. La couleur devient alors un enrichissement de compétences existantes, pas une compétence entièrement nouvelle. Parlons à présent des harmonies colorées. Certaines combinaisons de couleurs semblent naturellement harmonieuses, agréables à l'œil. D'autres créent une discordance visuelle inconfortable. Cette différence n'est pas arbitraire. Elle suit des principes identifiés depuis des siècles
par les artistes et validée par la recherche en perception visuelle. Écoutez bien, l'harmonie monochromatique, son principe, utiliser une seule couleur dans différentes valeurs et saturations. Par exemple, un dessin uniquement en bleu, bleu très clair presque blanc, bleu moyen, bleu foncé, bleu désaturé, grisâtre. L'avantage, c'est extrêmement cohérent. Impossible de créer des discordances colorées, excellent exercice pour les débutants. Ça force à maîtriser les valeurs puisque la variation de teinte est absente. Ces limitations, ça peut sembler monotone ou froid, ça manque de dynamisme coloré. Ce qui est applicable en pratique, comme premier exercice en couleur recommandée, choisissez une couleur que vous aimez, bleu, vert, rouge orangé, et créez un dessin complet uniquement avec cette couleur. Variez seulement la clarté en ajoutant du blanc et l'obscurité en ajoutant du noir, ou en appuyant plus fort. Les harmonies analogues. Le principe, c'est utiliser des couleurs voisines sur le cercle chromatique, généralement 3 à 5 couleurs adjacentes. Par exemple, bleu, bleu-vert, vert, jaune-vert, ou rouge, rouge-orange, orange, jaune-orange. L'avantage, c'est harmonieux naturellement car les couleurs partagent une couleur commune. Dans le premier exemple, toutes contiennent du bleu ou du vert, cohérent mais plus varié que monochromatique. La limitation, ça peut manquer de contraste fort, donc moins dynamique. En application, c'est excellent pour les débutants. Après avoir maîtrisé le monochromatique, choisissez une section du cercle chromatique, par exemple la zone chaude, jaune, orange, rouge, et créez un dessin uniquement avec ces couleurs. Ensuite, il y a les harmonies complémentaires. Dans le principe, c'est utiliser des couleurs opposées sur le cercle chromatique. Par exemple, rouge, vert, jaune, violet, bleu, orange. L'avantage, c'est le contraste maximum, très dynamique et vibrant. Les complémentaires se renforcent mutuellement visuellement. Par contre, utilisées à saturation égale et quantité égale, elles peuvent créer une vibration désagréable, voire un effet criard. Elles nécessitent équilibrage subtil. Pour la technique d'équilibrage, il faut utiliser une complémentaire comme dominante, 70% de la surface, et l'autre comme accent, 30%. En désaturer l'une, en ajoutant du gris, pour qu'elle ne rivalise pas avec l'autre. Les impressionnistes ont redécouvert et exploité massivement les complémentaires. Monet plaçait des touches de orange dans ses bleus, des violets dans ses jaunes. Cette technique crée une vibration lumineuse caractéristique de l'impressionnisme. Passons aux harmonies triadiques. En principe, c'est utiliser 3 couleurs équidistantes sur le cercle chromatique. Primaire, rouge, jaune, bleu. Secondaire, orange, vert, violet. Pour les avantages, ça équilibre entre cohérence et variété. Dynamique sans être discordant si bien géré. Pour la gestion, comme pour les complémentaires, évitez les quantités égales. Choisissez une couleur dominante, 50-60%. Une secondaire, 30-40%. Et un accent, 10-20%. En application plus avancée que monochromatique ou analogique, attendez d'avoir une certaine aisance avec les harmonies simples avant de tenter les triades. Nous allons passer à la saturation, le volume sonore de la couleur. La saturation mesure l'intensité, la pureté d'une couleur. Une couleur totalement saturée est éclatante, pure, intense. Une couleur désaturée est grisâtre, sourde, atténuée. La saturation est le volume. Une couleur très saturée crie visuellement. Une couleur désaturée chuchote, comme en musique. Un volume constant devient fatigant. Varier la saturation crée du rythme et de l'intérêt. Comment désaturer une couleur? Il y a 3 méthodes principales. La première méthode, c'est en ajoutant du gris. Ajouter un gris neutre, mélange de noir et blanc, à une couleur, la désature sans changer significativement sa valeur. Un rouge plus gris devient un rouge grisâtre, moins éclatant, mais conservant sa rougeéité. La deuxième méthode, c'est d'ajouter la complémentaire. Ajouter une petite quantité de la couleur complémentaire désaturée.
Pour le rouge, c'est le vert. En petite quantité, ça donne du rouge brun désaturé. Cette méthode crée des désaturations plus riches, plus complexes que l'ajout de gris. Sinon, il y a une troisième méthode. Ajouter du noir ou du blanc change la valeur et désature légèrement. Un rouge plus blanc, ça donne du rose, plus clair et moins saturé. Un rouge plus noir, ça donne du rouge sombre, plus foncé et moins saturé. Mais il y a une hiérarchie de saturation dans une composition. Une composition efficace hiérarchise les saturations. Si tout est également saturé, l'œil ne sait où regarder. Si vous créez une hiérarchie, zone très saturée, zone moyennement saturée, zone désaturée, vous guidez le regard. Placez vos couleurs les plus saturées sur votre point focal, l'élément principal que vous voulez que le spectateur remarque. Désaturez progressivement en s'éloignant du point focal. Cette dégradation attire naturellement l'œil vers le centre d'intérêt. La nature désature automatiquement par la distance atmosphérique. Les montagnes lointaines sont bleu-gris désaturées. Les objets proches conservent leur saturation. Reproduire cette logique dans vos dessins crée automatiquement de la profondeur et du réalisme. Enfin, nous allons voir les erreurs classiques et comment les éviter. La première erreur, c'est d'utiliser toutes les couleurs disponibles. Votre dessin ressemble à un arc-en-ciel explosé. Chaque zone utilise une couleur différente, non coordonnée. Le résultat est chaotique, discordant, fatigant pour l'œil. La cause, c'est l'enthousiasme du débutant face à sa nouvelle boîte de couleurs. J'ai 48 couleurs, je vais toutes les utiliser. Limitez-vous volontairement, choisissez une harmonie, monochromatique, analogue ou complémentaire, et utilisez uniquement ces couleurs. Cette contrainte force la cohérence et enseigne la discipline colorée. Les grands coloristes, Matisse, Bonnard, Rothko, utilisaient souvent des palettes restreintes. Cette limitation crée l'harmonie et renforce l'impact. La deuxième erreur, c'est les couleurs trop saturées partout. Votre dessin crie visuellement. Toutes les couleurs sont à saturation maximale, créant une cacophonie visuelle. La cause, c'est les médiums colorés, crayons, peinture. Elles sortent du tube ou de la boîte à saturation maximale. Les débutants les utilisent telles quelles sans désaturer. Désaturez intentionnellement 70 à 80% de vos couleurs. Réservez les couleurs pures saturées pour les accents et le point focal. Le reste doit être modéré, atténué. Si votre dessin semble criard ou agressif, le problème est presque toujours une saturation excessive. Recommencez en désaturant généreusement. La troisième erreur, c'est tout mélanger, créant du brun gris. Vous commencez avec de belles couleurs vives, après plusieurs couches et mélange, tout devient une bouillie brunâtre uniforme. La cause, c'est mélanger trop de couleurs différentes. Quand vous mélangez les trois primaires, ou plusieurs couleurs contenant les trois primaires, vous obtenez inévitablement du brun gris. Limitez vos mélanges. Ne mélangez que 2-3 couleurs maximum. Nettoyez votre pinceau ou outil entre les applications de couleurs différentes. Travaillez en couches séparées plutôt qu'en mélangeant tout ensemble. Cette erreur est universelle chez les débutants. Même les artistes professionnels l'ont commise à leur début. Elle enseigne la discipline du mélange. Vous apprenez la retenue. En quatrième erreur, nous avons ceux qui ignorent les valeurs. Votre dessin coloré semble plat, sans volume, confus. Converti en noir et blanc, tout devient gris moyen, uniforme. La cause, c'est un focus exclusif sur la teinte. Rouge contre bleu, contre vert, ignorant la valeur claire contre foncé. Avant de choisir vos couleurs, établissez votre structure de valeur. Décidez quelles zones seront claires, moyennes, foncées. Puis appliquez la couleur en respectant cette structure de valeur. Faites un croquis de valeur préparatoire en noir et blanc. Ensuite, appliquez la couleur en respectant ces valeurs. Cette discipline garantit un résultat cohérent. La cinquième erreur, c'est d'utiliser le noir pur pour ombrer. Vos ombres semblent sales,
morte, sans vie. Elle tue les couleurs adjacentes. La cause, c'est d'avoir ajouté du noir pur pour assombrir une couleur. Le noir tue la luminosité des couleurs. Assombrissez en ajoutant la complémentaire ou une couleur foncée de la même famille. Pour assombrir du rouge, ajoutez du violet foncé ou un bleu rouge plutôt que du noir. Pour assombrir du jaune, ajoutez du brun, orange foncé, ou un vert foncé plutôt que du noir. Les impressionnistes ont banni le noir pur. Ils créaient les noirs en mélangeant des complémentaires foncés. Le résultat, c'était des ombres vibrantes, colorées et lumineuses. Cette technique révolutionnaire peut transformer vos dessins. Voyons les exercices progressifs pour maîtriser la couleur. Commençons par l'échelle de valeur d'une couleur. L'objectif est de maîtriser la valeur d'une seule couleur. Alors, choisissez une couleur, par exemple le bleu. Créez une échelle de 5 carrés allant du très clair au très foncé. Le carré 1, bleu très dilué, clair, presque blanc. Le carré 5, bleu très concentré, foncé, presque noir. Les carrés de 2 à 4, ce sont des valeurs intermédiaires graduelles. La compétence que vous allez développer en faisant cela, c'est le contrôle de la valeur indépendamment de la teinte, fondamentale pour tous les travaux colorés ultérieurs. Comme deuxième exercice, il y a le cercle chromatique personnel. Comprendre physiquement les relations entre les couleurs. Comment on va faire? Alors, si vous avez uniquement les primaires rouge, jaune, bleu, créez toutes les autres couleurs par mélange. Rouge plus jaune égale orange, jaune plus bleu égale vert, bleu plus rouge égale violet. Continuez pour créer les 12 couleurs du cercle. Vous avez pas mal d'exemples sur internet si vous cherchez les cercles chromatiques. La compétence que vous allez développer, c'est la compréhension tactile et visuelle des mélanges. Vous voyez concrètement comment les couleurs se créent, s'influencent et se transforment. En exercice 3, un objet simple en monochromatique. L'objectif étant appliquer couleur plus valeur sur un sujet tridimensionnel. Choisissez un objet simple, une pomme, une tasse, un cube. Choisissez une couleur, par exemple le bleu. Dessinez l'objet uniquement avec cette couleur en variant la valeur pour créer volume et ombre. Zone éclairée, bleu clair. Zone moyenne, bleu moyen. Ombre, bleu foncé. La compétence que vous allez développer, c'est l'application de la couleur avec structure de valeur, la fondation pour tout travail coloré plus complexe. Quatrième exercice, même objet en complémentaire. Vous allez maîtriser l'harmonie complémentaire. Reprenez le même objet de l'exercice 3, pomme, tasse, cube. Choisissez une paire complémentaire, orange et bleu par exemple. L'objet principal, orange, avec variation de valeur. Fond et ombre, bleu, avec variation de valeur. Observez comment les complémentaires se renforcent mutuellement. La compétence que vous allez développer, c'est la gestion du contraste coloré, l'équilibrage de couleurs opposées. Cinquième exercice, dégradé de saturation. L'objectif est de contrôler la saturation consciemment. Choisissez une couleur, le rouge par exemple. Créez une bande de 5 sections. La section 1, rouge pur, tonalité saturée. La section 5, rouge complètement désaturé, gris, rougeâtre. Section 2 à 4, c'est la désaturation progressive. La compétence que vous allez développer, c'est la maîtrise de la saturation. Capacité à créer des couleurs riches et nuancées plutôt que criardes. Ces exercices semblent simples, presque enfantins, mais ils construisent les fondations que même les artistes professionnels maintiennent. Matisse, à 70 ans, faisait encore des exercices de cercle chromatique. Ces basiques ne sont jamais obsolètes.
Nous allons passer au médium et au matériel pour débuter la couleur. Voyons quel médium nous allons choisir en premier. Alors, les crayons de couleur. Le contrôle est excellent. Pas de séchage, transportable, propre, idéal pour débuter, permet de travailler lentement et méthodiquement. Sa limitation, c'est difficile de couvrir de grandes surfaces uniformément. Cependant, je travaillais en monochromatique avant. Depuis 1 an, j'apprends la couleur. Je travaille avec les crayons de couleur et je suis arrivée, je pense, à avoir une certaine harmonie dans mes couleurs. Maintenant, je pense que je pourrais passer à autre chose comme la peinture. Ensuite, nous avons les marqueurs et les feutres. L'application est rapide, les couleurs sont vibrantes, la couverture uniforme facile. Sa limitation, c'est une difficulté de mélange. Les couleurs sont souvent fugaces, elles pâlissent à la lumière, c'est permanent. Ensuite, nous avons les aquarelles. Transparentes, lumineuses, médium traditionnel magnifique. Sa limitation, c'est une technique exigeante, difficilement contrôlable pour les débutants, erreur quasi impossible à corriger. Après, nous avons la gouache. C'est opaque, couvrant, elle est corrigeable, polyvalente, plus tolérante que l'aquarelle. La limitation, c'est qu'elle nécessite des pinceaux, de l'eau et du nettoyage. Ensuite, il y a l'acrylique, polymère synthétique, sèche rapidement, elle est polyvalente, permanente une fois sèche. Sa limitation, c'est un séchage assez rapide qui peut frustrer. Elle nécessite du matériel, pinceau, palette et bien sûr derrière il y aura eau, nettoyage. La recommandation pour un débutant absolu, c'est le crayon de couleur. Ensemble basique de 12 à 24 couleurs. La raison, c'est le contrôle maximum, erreur effaçable partiellement, pas de matériel supplémentaire nécessaire, transportable propre, permet focus sur la couleur elle-même sans gérer la technique du médium. On peut progresser au crayon de couleur en 3 à 6 mois. Et ensuite passer à la gouache ou l'acrylique, technique humide plus tolérante, et puis à l'aquarelle, qui est une technique humide exigeante. Cette progression construit progressivement la maîtrise. On va voir le nombre de couleurs nécessaires. Le minimum absolu, c'est les 3 couleurs, les primaires, rouge, jaune, bleu, plus le noir et le blanc. Théoriquement, toutes les autres couleurs peuvent être mélangées à partir des primaires. En pratique réaliste, 12 couleurs offrent un équilibre entre possibilité de mélange et commodité d'avoir certaines couleurs prêtes. Un ensemble de 12 couleurs bien choisies, primaires, secondaires, quelques tertiaires, blanc et noir, suffit pour des années de pratique. Le superflu, c'est l'ensemble géant de 48, 72 ou 120 couleurs. Ces ensembles ne rendent pas service aux débutants. Trop de choix paralysent et empêchent d'apprendre à mélanger. Réservez ces ensembles pour quand vous aurez maîtrisé les bases avec une palette restreinte. Bon, le papier pour les couleurs. Le crayon de couleur nécessite un papier à dessin standard, grain fin à moyen, 160-200 grammes. Le grain accroche le pigment cireux. Aquarelle ou gouache, c'est du papier aquarelle minimum 200 grammes, idéalement 300 grammes. Le papier fin gondole sous l'eau. Et enfin, il y a l'acrylique, papier acrylique spécialisé, toile ou bois. L'acrylique adhère à presque tout. Mesdames et messieurs, nous voici au terme de cette exploration de la couleur. Résumons les vérités fondamentales établies. La première vérité, c'est que la couleur n'est pas mystérieuse. Elle suit des règles logiques identifiables. Le cercle chromatique, les harmonies colorées, les relations, valeurs, saturation, teintes sont des systèmes rationnels, pas des secrets ésotériques. Vous pouvez les apprendre méthodiquement. La deuxième vérité, c'est que la valeur surpasse la couleur. Un dessin avec valeur correcte et couleur fausse fonctionne. Un dessin avec couleur réaliste mais valeur incorrecte échoue. Maîtrisez les valeurs d'abord en noir et blanc. La couleur devient ensuite un enrichissement de compétences existantes. La troisième vérité, c'est que les harmonies guident vos choix. Monochromatique, analogue, complémentaire, triadique, ces systèmes éliminent l'arbitraire. Vous ne choisissez plus des couleurs au hasard, vous sélectionnez selon une logique harmonieuse validée par des siècles de pratique. Quatrième vérité, la saturation nécessite hiérarchie. Tout saturé au maximum crie visuellement. Désaturez généreusement 70-80% de votre palette.
Réservez les couleurs pures aux accents et points focaux. Cette modération crée l'élégance. 5e vérité, moins de couleurs enseignent plus. 3 couleurs bien maîtrisées battent 48 couleurs utilisées aléatoirement. La contrainte force la créativité et la compréhension. Les ensembles géants paralysent les débutants. Et enfin, la 6e vérité, c'est que les erreurs classiques sont universelles. Tout mélanger en brun, saturer excessivement, ignorer les valeurs, utiliser toutes les couleurs disponibles, ces erreurs sont des rites de passage. Même les maîtres les ont commises. Elles enseignent ce qu'il ne faut pas faire. La couleur est un langage. Comme tout langage, elle possède un vocabulaire, les couleurs individuelles, une grammaire, les harmonies et principes, et une pratique nécessaire pour atteindre la fluidité. Vous n'apprenez pas une langue en une semaine, vous ne maîtrisez pas la couleur en un mois. Mais chaque exercice, chaque dessin, chaque erreur construisent progressivement cette maîtrise. Les impressionnistes ont révolutionné l'art en comprenant que les couleurs dans la nature ne sont jamais pures, mais toujours influencées par la lumière ambiante, les reflets, l'atmosphère. Monet peignait la même meule de foin en différentes heures, capturant comment la lumière changeante transformait totalement les couleurs. Cette observation patiente de la réalité enseignait la couleur plus efficacement que toute théorie abstraite. Observez donc, regardez vraiment les couleurs autour de vous. Cette pomme rouge contient en réalité des oranges, des violets, des bruns, des reflets verts de la nappe. Ce ciel bleu contient des roses au couchant, des gris aux nuages, des violets aux ombres. La réalité est infiniment plus nuancée que nos étiquettes simplifiées. Cette observation développe ce qu'on appelle l'œil coloré, la capacité à percevoir les subtilités, les relations, les nuances que les non-artistes ne voient pas. Cet œil se cultive par l'attention soutenue, la pratique régulière, l'analyse consciente. Commencez simplement un exercice monochromatique avec une seule couleur, puis des analogues, puis des complémentaires. Cette progression graduelle construit la confiance et la compétence simultanément. Ne vous précipitez pas vers la complexité. La maîtrise du simple précède la maîtrise du complexe. Et pardonnez-vous les premiers désastres boueux. Ils sont inévitables, universels, nécessaires. Chaque artiste a créé des horreurs brunâtres avant de créer des harmonies lumineuses. Ces échecs ne signalent pas votre incompétence, mais votre apprentissage en cours. La couleur vous attend, non pas comme un territoire ennemi à conquérir, mais comme un jardin à cultiver patiemment. Chaque exercice plante une graine de compréhension. Avec le temps, ces graines germent, fleurissent, transforment votre terreur initiale en fascination durable. Vous n'êtes plus intimidé, vous êtes informé. La différence transforme tout. Pour conclure cette exploration de la couleur, une question finale pour votre réflexion et action immédiate. Si vous deviez créer votre premier exercice en couleur dès demain, quelle harmonie choisiriez-vous? Monochromatique, analogue ou complémentaire? Avec quelle couleur spécifique et sur quel sujet simple? Objet, paysage, abstrait? Écrivez cette réponse maintenant, transformant ainsi la connaissance abstraite en projet concret. Cette question n'est pas rhétorique. Répondez précisément, parce que répondre transforme. Un jour, je ferai de la couleur. Demain, je fais cet exercice spécifique. L'intention devient action. La théorie devient pratique. La couleur vous attend. Votre première harmonie vous attend. Votre progression attend uniquement que vous mélangiez cette première teinte. Commencez demain. Commencez simplement. Commencez maintenant avec votre esprit en planifiant cet exercice. La couleur n'est plus votre ennemi, elle est votre prochaine aventure. Et moi, je vous dis à bientôt dans un prochain podcast.